Bonjour à tous, les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis de vous accueillir pour la web découverte CETIM Academy, introduction au soudage, brasage et pseudo-brasage. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de vous rendre sur le site de Technique de l'ingénieur, cliquez sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, en partenariat avec le CETIM, nous allons parler introduction au soudage, brasage et pseudo-brasage. Les technologies de fabrication évoluent et se fiabilisent. Par ailleurs, dans un contexte d'exigence accrue, le domaine du contrôle évolue très vite grâce aux nouvelles technologies d'investigation, la numérisation des données, leur intégration progressive au sein des process. Découvrez les différents principes de soudage, brasage et pseudo-brasage et les principaux paramètres influents sur la qualité finale. En cette période inédite de confinement, cette conférence en ligne a pour objectif de développer ou approfondir vos connaissances techniques et industrielles. Elle est présentée par Yves Royer, expert au CETIM. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Monsieur Royer, je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis ravi de savoir qu'il y a une grande quantité de personnes qui s'intéressent au soudage. Pour ma part, donc je suis ingénieur international en soudage certifié et je travaille au CETIM Centre Val-de-Loire à Orléans. Voilà, j'ai de l'ordre de 45 ans d'expérience, mais malgré tout, je reste modeste et j'en apprends tous les jours encore dans le domaine du soudage. Donc, voilà. C'est la première fois que je fais ce type de présentation. Si vous percevez quelques petites hésitations, je vous demande d'être un peu indulgent par rapport à ce qui pourrait se passer. Voilà. Ben, vous avez ma fiche interlocuteur référent, je vous la laisserai dire plus tard, hein. Ça vous permet de voir mes certifications et mes qualifications. Voilà. Là également, j'avais prévu de vous le présenter. Bon, c'est une introduction CETIM sur la fabrication. Les technologies de fabrication évoluent, se fiabilisent, les enjeux sont déterminants et on vous présente les plus du CETIM. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je préfère rapidement rentrer dans le vif du sujet et parler donc soudage, brasage et pseudo-brasage. Alors, il y a des définitions. La terminologie est importante dans le domaine du soudage. J'ai oublié de dire en préliminaire que, en fait, la présentation à laquelle vous allez assister ne s'adresse pas forcément à des spécialistes internationaux en soudage, technologues internationaux en soudage ou des ingénieurs internationaux en soudage qui, eux, ont suffisamment le niveau et je pense qu'ils vont s'ennuyer lors de cette présentation. Malgré tout, le soudage expliqué d'une autre manière peut toujours intéresser, puis on peut toujours trouver à droite et à gauche des autres façons d'expliquer. Voilà. Donc le soudage, c'est une technologie d'assemblage permettant de reformer une continuité au niveau atomique entre deux pièces avec apport d'énergie, chaleur, pression, avec ou sans apport de matière et avec ou sans fusion des bords. Le brasage, cette technologie d'assemblage, elle permet de former une continuité au niveau atomique entre deux pièces avec apport d'énergie, chaleur, pression. Alors jusqu'à présent, c'est pareil que la définition de dessus, avec apport de matière, cette fois. Et cet apport de matière a une particularité, c'est que sa température de fusion, la température de fusion du matériau d'apport, doit être inférieure à la température de fusion du matériau de base. Donc, il n'y aura pas fusion des bords dans une configuration. Cette opération, généralement, dans 95-98% des cas, se fait dans une configuration emboîtée, donc du genre assemblage mâle-femelle avec emboîtement. Le pseudo-brasage est une technologie d'assemblage permettant de reformer une continuité au niveau atomique entre deux pièces
avec apport d'énergie. Alors, on est toujours dans la même définition que tout à l'heure, chaleur, pression, avec apport de matière. Et là, on aura une température de fusion du matériau d'apport comme embrasage inférieure à la température de fusion du matériau de base. Donc, il n'y aura pas fusion des bords dans une configuration de soudage, par contre, avec une construction de proche en proche de la zone fondue. Bon, euh, c'est pas facile. Bon, c'est une définition littérale. Euh, vous avez sous les yeux un assemblage pseudo-brasé. C'est l'assemblage du tube horizontal d'un cycle, d'un vélo, et avec la potence. Hein. Et vous voyez une magnifique pseudo-brasure de couleur jaune qui se distingue. Donc, de cette façon-là, on arrive à obtenir des assemblages suffisamment solides. Hein. Bon, bien entendu, on n'a pas la même solidité qu'avec une soudure. Hein. Du point de vue schéma, maintenant, vous avez alors le soudage, on obtient une soudure et en brasage, on obtient une brasure. Le soudage, c'est le procédé de soudage et la soudure, c'est le résultat. Le brasage, c'est le procédé, la brasure, c'est le résultat. Donc, par exemple, pour vous faire une distinction, quand j'entends dans les entreprises parler du service soudure en tant qu'unité opérationnelle, service soudure, ça n'a pas de sens. C'est service soudage. La soudure étant le résultat du travail du service soudage. Voilà. Donc, vous avez en haut à gauche une soudure écorchée, on va dire, et puis en bas à gauche, vous avez une brasure sous forme écorchée. En haut à droite, vous avez une coupe métallographique transversale d'une soudure et en bas à droite, vous avez une coupe métallographique transversale également d'une brasure. Avec ici, je vous dessine les contours. Vous avez le contenant, voilà, qui est là en noir. Et ici, je dessine le contour également. Vous avez le contenu, donc c'est la pièce qui a été emboîtée dans l'autre. Et ici, vous avez le joint brasé qui vient mouiller, on appelle ça du mouillage, qui vient mouiller l'interface. Et vous avez à l'extrémité du contenu, vous avez également un congé de raccordement de brasure. Alors voilà des exemples de soudure. Vous avez ici une magnifique soudure d'angle avec, vous pouvez visualiser ce qu'on appelle des vagues de solidification qui apparaissent lorsque le soudeur avance son outil de soudage et donc ça provoque des vagues de solidification. À la partie inférieure, vous avez une coupe métallographique transversale d'une soudure d'angle avec une pénétration. Donc vous voyez là, je dessine le contour du métal fondu actuellement et vous avez donc une pièce posée qui est ici et une pièce réceptrice à la partie inférieure horizontale. Et vous avez donc, on voit que le métal fondu est constitué du métal d'apport fondu que l'on ne voit pas, hein, mais qui a existé. Et, ce métal fondu est constitué d'une partie de métal de base qui a été fondu. Voilà, toute cette partie inférieure ici. En pseudo-brasure, vous avez un assemblage pseudo-brasé là qu'on reconnaît par sa couleur. Hein. On utilise des cupros, des cupro-aluminium, des cupro-silicium, des cupro-nickel pour faire du pseudo-brasage. Et vous avez une coupe métallographique en bas à droite d'une pseudo-brasure. Et vous voyez l'énorme différence qu'il peut y avoir, c'est que là, dans le cas de la pseudo-brasure, on aurait la même chose en brasage, hein, en brasure. Il n'y a pas fusion des deux métaux de base. Par contre, il y a quand même une continuité métallique dans les deux cas. C'est ce qu'il faut retenir, surtout, c'est que on a tendance, quand je parle de pseudo-brasage ou de brasage, mes interlocuteurs ont tendance à dire qu'il y a du collage. Non, il n'y a pas de collage. Quand une pseudo-brasure ou une brasure est bien faite, il y a une continuité métallique. Du point de vue mécanisme d'assemblage, dans le soudage, on a affaire à un mécanisme de dilution, puisque par rapport à la coupe métallographique qu'on vient de voir, on dilue du métal de base,
qui va rentrer dans la constitution du métal fondu. En brasage et en pseudo-brasage, quand c'est bien fait, on a affaire à un mécanisme de diffusion. Donc la continuité métallique, elle est interfaciale, elle est ténue, elle est très ténue et il y a quand même une continuité métallique et on donne en brasage et pseudo-brasage, on donne naissance, si on fait des micro-analyses chimiques transversales par rapport aux joints brasés, on verra qu'on a une succession, on passe par exemple, de l'acier à un mélange acier-cupro, et puis après à un mélange cupro-acier, et après on va obtenir le mélange, l'alliage d'apport, donc cupro-aluminium ou cupro-silicium. Pour chaque technologie, donc c'est ce que je vous demandais de bien retenir, dans les deux cas, il y a une continuité métallique et il faut bannir le terme de collage pour tout ce qui est brasage et pseudo-brasage. En brasage, il y a deux techniques principales d'assemblage, donc le brasage fort. Le brasage fort se pratique lorsqu'on utilise un métal d'apport dont la température de fusion est supérieure à 450 degrés Celsius. Autrement, en dessous, on a affaire à du brasage faible ou tendre, on peut utiliser les deux termes. Donc, dans cette technique, on utilise des métaux d'apport dont la température de fusion est inférieure à 450 degrés Celsius. Donc, le brasage faible ou tendre se pratique par exemple dans les métiers de l'électricité ou de l'électronique. Vos enfants, ou lorsqu'ils font des cours de technologie, on leur dit qu'ils font du soudage sur des circuits imprimés, mais en fait, ils font du brasage. On retrouve du brasage tendre aussi quand on utilise des produits d'apport de plomb, alliage plomb éteint ou des choses comme ça. Donc avec des basses températures de fusion. En brasage fort, on va utiliser d'autres types d'alliages, donc j'en ai cité quelques-uns, des cuivres, cuivre phosphore, des bases argent, des bases nickel. Vous voyez, on commence à augmenter dans la noblesse du matériau d'apport pour aller jusqu'à des bases or et des bases platine. Plus on veut de caractéristiques mécaniques, plus on va monter dans la gamme des alliages précieux. Pour obtenir une bonne qualité de brasage et de pseudo-brasage, il faut, c'est une condition impérative, je dirais, et qui parfois est oubliée, même par des spécialistes qui mettent en œuvre ces techniques-là. Il faut une excellente propreté des surfaces avant accostage. Donc, il faut blanchir les surfaces, enlever les oxydes et dégraisser. Cette condition, elle est nécessaire pour obtenir une bonne qualité de brasage et de pseudo-brasage. Lorsqu'on utilise du brasage et du pseudo-brasage, on peut être amené à utiliser du flux. Alors le flux, il s'applique sous forme de pâte, de liquide pulvérisé, sous forme de gaz. Enfin, il y a différentes façons d'apporter du flux. Le flux ne sert pas à désoxyder et dégraisser les pièces. C'est une erreur fondamentale qu'il ne faut pas commettre. Le flux, lui, il a deux rôles. Comme on met en œuvre des températures relativement importantes, vous savez que les matériaux vont s'oxyder très très rapidement sous l'effet de cette température. Pour éviter cette oxydation qui se pratique à chaud, il est nécessaire d'utiliser un flux qui va opérer la désoxydation lors de l'opération de chauffage des bords abrasés. La deuxième particularité du flux, c'est de faciliter ce qu'on appelle le mouillage. Je vous ai montré tout à l'heure, hein, le mouillage, c'est-à-dire la facilité que le métal d'apport aura à se faufiler, on va dire, dans l'intervalle entre le contenant et le contenu. Donc on appelle ça le mouillage, le flux. Il sert à faciliter le mouillage du métal d'apport fondu. Voilà. Et donc constituer un bon assemblage brasé. Bon, après, pour obtenir un bon assemblage brasé, il faut veiller à avoir un bon écartement des bords abrasés, ce qu'on appelle le jeu entre le contenant et le contenu. Ce jeu doit être calculé à chaud.
Bon, lorsqu'on a affaire à des matériaux de même nature, c'est-à-dire si vous brasez un acier avec un acier, il n'y a pas de problème, le jeu à chaud sera le même que le jeu à froid, donc il n'y a pas de souci. Mais lorsque vous faites des brasures sur des matériaux hétérogènes, du cuivre sur de l'acier par exemple, hein, là, il faut tenir compte des coefficients de dilatation des deux matériaux. Et donc, il faut obtenir le jeu déterminé dont vous avez besoin pour, à la température de fusion du matériau d'apport. Donc le choix, la valeur de ce jeu, elle dépend pratiquement uniquement du choix du métal d'apport et en particulier de sa viscosité. Si la viscosité du métal d'apport si vous avez un métal d'apport visqueux, il faudra augmenter le jeu, bien sûr. Et si vous avez un métal d'apport qui est très fluide, c'est le cas des métaux précieux, or et platine par exemple, eh bien vous pourrez réduire le jeu à des valeurs de l'ordre du centième de millimètre, ce qui est bien arrangeant, ça permet de moins consommer de métal précieux. Autre paramètre, c'est le recouvrement. Le recouvrement dépend de petits E. Alors petit E, c'est lorsque vous avez un contenant et un contenu à assembler, vous avez donc vous pouvez avoir une épaisseur grand E et une épaisseur petit E, plus faible. Et le recouvrement va dépendre de cette épaisseur petit E. Généralement, le bon compromis, c'est de 5 fois à 8 fois la petite épaisseur. Alors, il ne faut pas que le recouvrement soit trop faible, il ne faut pas descendre en dessous, parce que s'il est trop faible, bah, vous risquez un déboîtement, puis une mauvaise tenue mécanique de votre assemblage brasé. Si le recouvrement est trop important, cette fois, vous avez le risque d'une mauvaise mouillabilité du métal d'apport et vous aurez des manques vous risquez d'avoir des manques de métal d'apport à l'interface. Donc, c'est comme si vous aviez des collages. Donc, vous pouvez avoir une mauvaise tenue du brasage ou vous pouvez avoir des problèmes d'étanchéité derrière, éventuellement. Comment fait-on pour évaluer visuellement une bonne brasure? Alors, il y a une notion de continuité. Donc, vous observez visuellement l'extérieur de la brasure et vous devez avoir une continuité. Comme vous avez une coloration différente, c'est facile à voir, hein. Vous avez cette couleur cuivre qui apparaît et vous devez avoir une continuité de cette couleur cuivre. Et vous ne devez pas voir, par exemple, l'arête inférieure du contenant par rapport au contenu. Si vous voyez cette arête inférieure, c'est que l'opération de brasage ne s'est pas bien passée. On ne doit pas voir cette arête. On doit voir un congé de raccordement continu et ce congé de raccordement doit être concave. Donc c'est la notion, la deuxième notion qui est ici. Votre congé de raccordement doit être concave. En aucun cas, il ne doit être convexe. Si le congé de raccordement est convexe, c'est qu'il y a eu, du point de vue opératoire, il y a eu une anomalie qui s'est produite. Et donc, probablement, soit vous avez trop de jeux et l'opérateur n'a jamais pu combler ce jeu avec le métal d'apport fondu, soit vous n'avez pas assez de jeux et là, il y a un refus de mouillage du métal d'apport à l'interface. Donc, ça peut être l'une ou l'autre des solutions. Après, du point de vue compacité et débordement, ben, je vais revenir en arrière pour vous montrer sur voilà, sur cette coupe métallographique. Alors le débordement, vous voyez, il y a eu le brasage, je vais le dire trivialement, ça a bavé en fait, hein. Donc vous avez une quantité de métal d'apport fondu qui va se retrouver à l'extérieur du contenant, ce qui n'est pas bon. Donc c'est un indice que ça s'est passé moyennement, hein. Ou alors c'est peut-être une maladresse, hein, tout simplement, de l'opérateur qui a touché le métal d'apport fondu et qui a fait un dépôt malencontreux. Mais sinon, on ne doit pas avoir de métal d'apport fondu à l'extérieur. La concavité, bon ben voilà, le congé de raccordement est concave, c'est ce qu'on souhaite obtenir. Et la compacité, ben vous voyez que on a une concavité aussi à l'intérieur de l'assemblage circulaire là, hein. C'est l'assemblage de deux tubes emboîtés et vous avez des défauts de compacité, toutes les petites taches sphériques que vous voyez, hein. Alors on les voit en plan, donc on voit des cercles, mais dans la vraie vie, ce sont des volumes, donc ce sont des bulles. Et vous voyez tout un chapelet de bulles au fur et à mesure, et vous en voyez également une certaine quantité là. Donc là,
peut douter par rapport à la quantité de... On peut douter justement de la propreté initiale des pièces, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, et on peut douter également de la qualité d'étanchéité de cet assemblage brasé. Je reviens en avant. Voilà ce qu'on peut dire assez rapidement sur le brassage et le pseudo-brassage. Simplement, le pseudo-brassage, c'est un procédé qui est semi-industriel, qui rend bien service des fois par rapport au soudage. Ça permet, on a moins de problèmes de soudabilité métallurgique lorsqu'on met en œuvre le pseudo-brassage. Alors, dans le terme pseudo-brassage, vous voyez que vous avez le terme, on retrouve de la soudure là-dedans, et dans le terme brassage, on trouve du brassage, hein, de la brasure. Donc, ce qui appartient au brassage, c'est le mécanisme d'assemblage. Donc, on est dans un mécanisme d'assemblage par diffusion. Et ce qui appartient au soudage, c'est le procédé de mise en œuvre. Donc, on est dans des techniques de soudage, en fait. On va utiliser, par exemple, l'électrode enrobée. Comme procédé, on peut utiliser le soudage semi-automatique, on peut utiliser le TIG, on peut utiliser le pseudo-brassage à la flamme, avec une flamme oxyacétylinique. Voilà. Donc, du point de vue process, c'est le soudage, et du point de vue mécanisme d'assemblage, c'est le brassage. Maintenant, on va se concentrer sur le soudage. Donc, voilà les principaux types d'assemblage auxquels on peut avoir affaire. Donc, on peut avoir affaire à des assemblages en haut à gauche, des assemblages de type bout à bout. Donc, les deux pièces sont mises en vis-à-vis et on va utiliser un procédé de soudage qui va fondre les bords et on va obtenir après ce qui apparaît en rouge. Alors, le trait bleu, lui, disparaît, bien entendu, hein. L'interface disparaît et on a donné naissance à du métal fondu qui va permettre d'assembler. C'est l'assemblage qui permet d'obtenir les meilleures caractéristiques du point de vue statique et dynamique. Ensuite, vous avez des assemblages dits en T, donc vous avez la tôle posée et vous avez horizontalement la tôle réceptrice. Vous avez la soudure. Alors bien entendu, ces traits bleus là, ils disparaissent hein, une fois que la soudure est réalisée et on a donc affaire à une soudure d'angle, ce qui s'appelle fillet weld, FW en anglais. Le bout à bout, c'est butt weld, BW en anglais. On peut avoir des assemblages en croix. Lorsqu'on a des assemblages en croix, ben, on peut être amené à faire, bien entendu, 4 soudures. Je vous indique, là, je balade ma souris pour vous indiquer le lieu d'application des 4 soudures. Dans ce type d'assemblage, il faudra être extrêmement vigilant à la continuité métallique, j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard, à la continuité métallique de ces deux tôles-là, qui sont cette continuité étant interrompue par la tôle horizontale. On peut avoir affaire à des assemblages de type à recouvrement. Alors, ce type d'assemblage-là s'appelle recouvrement à clin. Soudure à recouvrement ou à clin, les deux termes sont utilisables. Donc c'est une soudure d'angle. On peut le réaliser par transparence. Alors par transparence, c'est quand on utilise des procédés comme le faisceau d'électrons ou le faisceau laser. Donc on va venir fusionner la première épaisseur et on va venir fusionner partiellement l'épaisseur inférieure pour obtenir une soudure complète, un accrochage complet. Voilà. On peut le faire également en soudage par résistance. Ce n'est pas représenté sur cette figure-là. Donc, on aurait un noyau fondu. C'est ce qu'on utilise principalement dans l'industrie du jouet ou de l'automobile. On a un noyau fondu à l'interface entre la tôle supérieure et la tôle inférieure. Ce noyau fondu peut être discontinu ou continu lorsqu'on soude, par exemple, à la molette. Autre type d'assemblage, on peut travailler sur des assemblages sur bord tombé, bord relevé aussi également. Voilà les assemblages sur bord relevé. Dans certains cas, lorsqu'on a affaire à des épaisseurs relativement minces et qu'on utilise une énergie de soudage suffisante, on peut arriver à fusionner les deux bords relevés pour se retrouver dans une configuration de soudure bout à bout. On peut, en dernier lieu, avoir des soudures d'angle dites extérieures. C'est surtout utilisé, alors il y a différents types de soudure, du car-car, là il y a du recouvrement, il y a différentes façons de faire
Là, il y a du recouvrement partiel. Enfin, il y a différentes façons de l'envisager du point de vue préparation de soudage. Et là, les soudures d'angle extérieur sont souvent utilisées pour réaliser des capotages. Donc là, on n'attendra pas des hautes caractéristiques mécaniques. Par contre, on va souvent avoir besoin d'étanchéité pour contenir de l'huile, un carter d'huile, par exemple. Les caractéristiques mécaniques obtenues en soudage d'angle sont également inférieures à celles, que ce soit en statique ou en dynamique, sont inférieures à celles obtenues en soudage bout à bout. Même chose ici, les caractéristiques mécaniques obtenues par ces types d'assemblages-là sont inférieures aux caractéristiques mécaniques obtenues en soudure d'angle intérieur ordinaire telle que celle-là. Par contre, dans les industries de la mécanique, on peut dire qu'il y a 80 à 90% des cas d'assemblage qui sont dans cette configuration-là. Alors maintenant, j'introduis la notion de soudure à pleine pénétration et soudure à pénétration partielle. Une soudure à pleine pénétration, c'est lorsque l'on reconstitue la section complète des deux métaux de base à assembler qui sont en bleu. Voilà, là on dit qu'on est à pleine pénétration. On peut être en soudure à pleine pénétration, en soudure d'angle également. Donc on a reconstitué la section complète de la tôle posée par rapport à la tôle réceptrice. Pareil en soudure d'angle extérieur, là on a reconstitué la section complète, donc on est dans une configuration de soudure à pleine pénétration. Les soudures à pleine pénétration sont des soudures pour lesquelles on obtiendra les meilleures caractéristiques mécaniques, parce qu'il y a moins d'effets d'entaille. Par contre, on peut avoir des soudures à pénétration partielle. Les soudures à pénétration partielle, ça peut être volontaire. La plupart du temps, c'est volontaire, mais ça peut être involontaire. Mais la plupart du temps, c'est volontaire. C'est décidé par le bureau d'études. Donc, on a décidé que c'était pas la peine de reconstituer la section complète des deux métaux de base. Donc, on peut être en manque de pénétration de ce côté-là, ou on peut être en manque d'interpénétration. On a fait un cordon de soudure supérieur, un cordon de soudure inférieur, et on n'a pas reconstitué la section complète de la soudure. Donc, si on compare ces deux assemblages-là par rapport à cet assemblage-là, les caractéristiques mécaniques seront moins bonnes et on a également affaire à un effet d'entaille qui est relativement marqué à la racine du cordon de soudure. Et là, aux racines des deux cordons de soudure. On a des effets d'entaille. Là, on est dans des soudures d'angle ordinaires à pénétration partielle. Donc là, on retrouve l'assemblage en T ordinaire, l'assemblage à recouvrement, l'assemblage à double recouvrement ou double clin. Et puis là, on est dans une configuration de soudure à pénétration partielle pour lesquelles, sur la tôle posée, on a réalisé des chanfreins. On va utiliser cette technique-là lorsque on est amené à faire du calcul et on voit qu'on est, obligé de d'avoir une soudure d'angle surdimensionnée par rapport à l'épaisseur de la tôle posée, par exemple. Dans ce cas-là, pour éviter d'être surdimensionné, on va, de préférence, on va chanfreiner les deux tôles et faire des deux cordons plus petits. La préparation des bords. Nous avons coutume de dire dans notre métier de soudeur que, comme dans d'autres métiers, que ce soit de la cuisine ou d'autres, de la couture ou je ne sais pas trop quoi, c'est valide dans d'autres professions. 80% de la qualité finale d'une soudure dépend de la qualité de préparation des bords. Et ça, c'est pas toujours respecté malheureusement dans les entreprises, mais lorsque c'est respecté, on obtient des excellents résultats et on met le soudeur dans dans une bonne configuration pour réaliser un travail de qualité et obtenir un résultat final de qualité. Les trois paramètres dimensionnels principaux à maîtriser pour réaliser une bonne soudure, c'est l'angle d'ouverture du chanfrein. Alors, cet angle d'ouverture, pour chaque paramètre dimensionnel, là, il y a des valeurs mini, moyennes et maxi à respecter. Donc, l'angle d'ouverture minimum du chanfrein est de 0 degré. Donc, c'est quand on est en
dans une configuration à coupe carrée sans chanfrein. Par exemple, pour des épaisseurs faibles, hein, on ne va pas faire de chanfrein, on met les tôles en vis-à-vis et on soude par-dessus, hein, tout simplement. Donc là, on est à 0 degré d'angle d'ouverture de chanfrein. Du point de vue maximum, on sera pour des épaisseurs moyennes, on va dire, hein, on va être ou sur des matériaux un peu particuliers comme des fontes, par exemple. On va ouvrir un peu plus les chanfreins et on sera dans des valeurs de l'ordre de 90 degrés maximum en angle d'ouverture totale de chanfrein. Les valeurs moyennes se situent autour de 60 à 70 degrés. Du point de vue méplat, alors le méplat, c'est le. Je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est que le méplat, ça s'appelle trivialement le talon. Dans les ateliers, on ne parle jamais de méplat, on parle toujours de talon, hein. C'est la valeur résiduelle qui se situe en racine de la préparation de soudage. Donc en bas de l'angle d'ouverture de chanfrein, on verra ça tout à l'heure sur des coupes métallographiques. Donc cette valeur de talon, bah, elle peut avoir une valeur nulle, c'est-à-dire que vous n'avez pas de talon, hein, il n'y a pas de support de bain de fusion en fait. Le méplat peut être égal à l'épaisseur des tôles à souder pour les faibles épaisseurs par exemple, ou pour les procédés à très forte capacité de pénétration. On peut ne pas mettre de talon. L'écartement des bords, le jeu, hein, on dit jamais dans les ateliers, ça c'est la terminologie qu'on trouve dans les ouvrages, hein, dans les normes, hein, c'est l'écartement des bords, mais dans la vraie vie, dans l'atelier, on parle de jeu de soudage, hein, très, très clairement. La valeur J, c'est le jeu de soudage. Et ce jeu de soudage peut être égal à 0, c'est-à-dire que bah, on va mettre en contact les deux tôles et on va souder par-dessus. Le jeu de soudage peut être égal aussi pour certains procédés à forte, fort taux de dépôt. On peut avoir un jeu de soudage égal à l'épaisseur des pièces à souder. Par exemple, dans des procédés tels que le soudage vertical sous l'étier, un procédé très particulier qui est presque une opération de fonderie, où on peut souder pour des fours à ciment par exemple, on peut souder des épaisseurs de 100 à 150 mm facilement, ben on mettra un jeu égal à l'épaisseur des tôles. Donc vous voyez là, il faut beaucoup de métal d'apport pour combler ce jeu. On retrouve la même chose si vous avez eu l'occasion de voir le soudage des rails de tramway ou de chemin de fer par aluminothermie. On trouve la même chose. L'écartement des bords est réglé à l'épaisseur des éléments à assembler. Du point de vue état de surface des bords, je fais référence à une norme qui s'appelle la norme NF-EN ISO 9013. Cette norme-là est pour aller souvent dans les entreprises, cette norme-là est peu connue, peu utilisée, peu pratiquée. Par contre, l'état de surface des bords est une chose importante, hein, d'avoir peu de rugosité, d'avoir peu comment on appelle ça, des saignées par exemple dans les chanfreins. Ça facilite le travail du soudeur, hein. Je reviens à 80% de la qualité de préparation de soudage, hein. C'est important d'avoir un bon état de surface des bords, d'avoir peu de rugosité. Et il y a une norme, cette norme-là permet de définir la qualité de préparation d'état de surface des bords. Donc malheureusement, elle est peu utilisée. Moi, je recommande l'utilisation, surtout quand on a affaire à une relation client-fournisseur. Ça permet de bien stabiliser les choses et en cas de litige, bah, on peut se référer à cette norme-là. La qualité a été définie et c'est cette qualité-là dont on a besoin. La propreté de surface des bords, bah, c'est un peu comme en brasage, hein. Meilleure sera la propreté de surface des bords. Donc, on évite la pollution par des graisses, par des oxydes, par des salissures, de la poussière, etc. D'une manière générale, il faut obtenir une bonne propreté de surface des bords, pas de peinture, par exemple. Donc, il y a une norme qui s'appelle la norme EN 1011-1 particulièrement, généralité sur le soudage, qui s'applique et qui vous définit les bonnes règles à observer. Alors, je ne parle pas de comment on appelle ça, là, j'ai perdu le nom, ça me reviendra un peu plus tard, hein.
Donc cette propreté de surface des bords est définie par cette norme-là. Et il faut bien la respecter pour éviter après d'avoir des défauts de compacité, des soufflures ou autres défauts, des fissures éventuellement, qui peuvent être générés par une mauvaise propreté de surface des bords. Voilà. La préparation de bord et les chanfreins, ben, en bord droit, vous pouvez avoir une préparation de ce type-là avec plus ou moins de jeu. Voilà. On appelle ça des bords droits parce que les coupes d'extrémité sont carrées, là, vous voyez. En demi-V, vous avez une préparation chanfreinée d'un côté, puis un bord droit de l'autre. Voilà le talon dont je parlais tout à l'heure, c'est cette valeur-là qui peut être plus ou moins importante, hein, suivant la technique de soudage qu'on utilise. Vous pouvez avoir des préparations plus sophistiquées. Dans ce cas-là, on va faire appel à des procédés d'usinage mécanique la plupart du temps. Donc, vous pouvez être en U, en double U, en demi-U, en demi-K, par exemple. Vous pouvez avoir des préparations en V qui sont particulièrement déformantes, surtout lorsqu'on augmente en épaisseur. Généralement, jusqu'à 12 mm, 10-12 mm, on peut travailler avec des préparations en V. Au-delà, on va trop déformer et on va trop solliciter la racine du cordon de soudure, ça devient dangereux. Donc, on va plutôt passer à des préparations en X qui sont plus économiques de réalisation par rapport aux préparations en V. C'est simple à regarder, hein. Vous avez un triangle ici. Là, vous avez un triangle au-dessus pour combler le vide entre les deux pièces à souder. Là, vous avez un triangle ici, un triangle au-dessus, un triangle au milieu et un triangle. Donc, vous avez 4 triangles pour remplir de même valeur, hein, pour remplir le chanfrein en V. Donc, économiquement, forcément, vous allez mettre plus de temps et vous ne serez pas compétitif par rapport à vos collègues, par rapport à vos confrères. Le choix de la préparation de soudage dépend du procédé, de la pénétration, de la capacité de pénétration du procédé, de l'épaisseur à souder, de la position de soudage et de la productivité que vous souhaitez obtenir principalement. Le choix de la préparation dépend également des moyens de préparation disponibles. Hein, est-ce qu'on a des moyens de coupage thermique? Est-ce qu'on a des moyens d'usinage? De quels moyens dont on dispose disponibles à l'intérieur ou à l'extérieur par sous-traitance, hein. De la morphologie des pièces également, le poids, la forme et la préparation va dépendre aussi des conditions d'accès de la pièce. Dans certains cas, on est obligé de passer à des préparations un peu particulières parce qu'on a des difficultés d'accès. Je terminerai là, cette première partie par une vision globale et une réflexion sur la solidité des assemblages soudés, une réflexion générale sur la solidité des assemblages soudés. Pour une bonne solidité d'assemblage soudé, un composant ou un ensemble soudé ou structure soudée doivent plaire à l'œil. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire plaire à l'œil? Bon, je sais qu'il y a des choses plus jolies à regarder dans la nature qu'un pont, qu'un ouvrage d'art ou, un stade de foot, hein, mais malgré tout, cette traduction du plaire à l'œil, il faut l'avoir en mémoire, en permanence, en mémoire, pour apprécier d'une manière rapide la solidité d'un assemblage soudé. Bon, cette traduction du plaire à l'œil en termes de mécanicien, c'est en fait l'application de règles de continuité et de convergence. Alors, qu'est-ce qu'il faut observer du point de vue continuité et convergence? Alors, la continuité, c'est la continuité des fibres neutres, en fait. Donc, la fibre neutre, c'est pour une tôle, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est si vous tracez un axe de symétrie à la moitié de l'épaisseur et vous avez la localisation de la fibre neutre. Pour un tube, la fibre neutre, elle n'est pas dans la matière, elle est, si je regarde le tube en bout, ben, la fibre neutre, elle est au centre du cercle que je peux observer. Voilà, la fibre neutre principale, parce qu'il y a d'autres fibres neutres, mais la fibre neutre principale. Donc, si on veut une bonne continuité, une bonne solidité de nos assemblages soudés, ben, c'est comme dans le corps humain, les fibres neutres constituent la colonne vertébrale
l'ossature de notre structure mécano-soudée. Et donc, il faut impérativement assurer une bonne continuité et une bonne convergence de ces fibres neutres. Quand vous regardez par exemple un stade de foot, bah, dans le temps, vous aviez le toit qui était supporté par des poteaux et ces poteaux gênaient la visibilité du spectacle. Donc ces poteaux, bah, on les a enlevés maintenant dans les stades modernes et les toits sont suspendus par des structures qui enveloppent le stade complètement. Bon, ça nécessite d'appliquer des règles de continuité et de convergence pour avoir une bonne solidité, parce que ces toits sont soumis aux actions du vent, de la neige, de plein de choses, hein, et il faut une bonne solidité. On n'a pas envie que le toit s'effondre sur le public. Pareil, quand vous regardez des halls de gare comme la gare de Lyon, vous avez des magnifiques ou dans les aéroports, hein, vous avez des magnifiques structures tubulaires avec des tubes qui sont convergents. Et des fois, on ne voit pas le point de convergence. Le point de convergence, il est sous la terre. Donc, ça oblige, dans ces métiers où on fabrique ce genre de construction très sophistiquée, ça oblige d'utiliser des talents de géomètre parce qu'il faut avoir une énorme précision pour que tous ces tubes soient convergents en un seul point. Si ce n'est pas le cas, eh ben, vous avez, comme dans le corps humain, vous allez avoir une structure qui va être boiteuse. Et donc, vous allez engendrer ce qu'on appelle des moments secondaires au niveau des encastrements. Et un assemblage soudé n'est pas prévu pour résister aux moments secondaires. Donc, l'assemblage soudé comment dire, va faire une rotation sur lui-même et le bureau d'études n'a jamais prévu ce type de mouvement. Donc, et qui est très dangereux et qui affecte considérablement la solidité des assemblages soudés. Donc vraiment, il faut faire attention à ça. Pour les inspecteurs en soudage, hein, c'est pas la peine de vous précipiter et faire du contrôle au kilomètre lancé pour voir l'aspect du cordon de soudure ou mesurer la gorge du cordon de soudure. La première chose à regarder, à observer, c'est avoir une vision lointaine de la structure et bien observer qu'on a une bonne continuité d'assemblage des fibres neutres et convergence de ces fibres neutres. Voilà, j'en ai fini pour cette remarque principale. Du point de vue forme de cordon, donc nous pouvons avoir des cordons de forme concave ou des cordons de forme convexe. Vous voyez que, alors convexe également pour des soudures bout à bout, là vous avez des formes bombées, donc qui sont convexes également, hein. Il est marqué ici à éviter. Le à éviter s'applique pour des sollicitations dynamiques. Alors, les sollicitations dynamiques, ce sont ce qui est envisagé, c'est deux types de cas. C'est des structures qui travaillent en fatigue, donc des vibrations par exemple, hein, des efforts alternés, de la flexion alternée, des efforts de ce type-là. Donc à faible intensité, mais très répétitif. Et là, c'est une sollicitation dynamique. Autre type de sollicitation dynamique, ce sont les efforts qui sont très violents et qui s'appliquent, qui ont des fortes accélérations et des fortes intensités. Donc, ce sont les chocs, les chutes, les impacts, les explosions qui sont des sollicitations dynamiques violentes et pour lesquelles les structures convexes ou bombées ne sont pas du tout adaptées. Donc, il faut préférer des cordons plats ou concaves pour avoir une meilleure résistance à la fatigue ou aux sollicitations d'une manière globale dynamique, hein, que je vous ai citées. Voilà. En fatigue d'ailleurs, on applique toujours, faut toujours se souvenir de la fable de La Fontaine, hein, le roseau et le chêne. Si vous voulez avoir une bonne résistance à la fatigue, bah, il vaut mieux être roseau que chêne. Donc ça sert à rien d'avoir des surépaisseurs de cordons de soudure. Vous allez rigidifier inutilement votre assemblage et à la limite, vous le rendrez plus sensible aux sollicitations dynamiques. Il est préférable d'avoir des soudures concaves, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Contrairement à si vous avez une rupture devant vos yeux et que vous la soumettez à un exécutant soudeur, que vous lui demandez les remèdes, la première chose qu'il va vous dire, bah, c'est de renforcer
la taille du cordon de soudure. Or, c'est surtout la dernière chose à faire, la plupart du temps. Dans la majorité des cas, il faut éviter de renforcer le cordon de soudure. Au contraire, il vaut mieux avoir une transmission fluide des efforts pour les sollicitations dynamiques. Bon, il y a des maillons faibles dans une structure mécano-soudée, dans une soudure, c'est les zones de raccordement qui sont ici, qu'on appelle les pieds de cordon de soudure. Voilà, sur une soudure bout à bout, vous avez 4 pieds de cordon de soudure, 4 zones de raccordement, 2 du côté endroit et 2 du côté envers. Il y a 2 pieds de cordon de soudure. Sur une soudure d'angle, vous avez 2 pieds de cordon de soudure qui sont également sensibles. Alors si je trace une tangente au métal fondu ici, vous avez un angle d'ouverture que je dessine ici, un angle d'ouverture qui est favorable à une bonne tenue en fatigue, puisqu'on se retrouve dans une concavité que l'on peut observer ici. Par contre, si je regarde l'angle de raccordement qui est ici, si je trace une tangente au point de raccordement, je vais avoir un angle de raccordement qui va être de l'ordre de 90 degrés, voire moins. Et là, ce n'est pas acceptable pour une bonne tenue en fatigue. La racine du cordon de soudure que l'on voit ici constitue également un lieu de concentration de contraintes et donc de développement de fissures de fatigue, par exemple. Bon, sinon, vous voyez, on peut faire des tas de contrôles sur les soudures. Je vous avais parlé de désalignement des fibres neutres tout à l'heure, là, le slide précédent. Si vous tracez la fibre neutre qui est par ici, l'autre fibre neutre qui est par là, voilà. Donc, vous avez un désalignement de ces deux fibres neutres. Donc, cette soudure a tendance à tourner sur elle-même et ça, c'est pas bon du tout. Pas souhaitable. Du point de vue dimension des cordons de soudure, la gorge d'une soudure, qui s'appelle aussi l'apothème, que symboliquement, dans la norme de symbolisation des soudures, s'appelle A dans les pays d'Europe de l'Ouest, pour les soudures d'angle. Dans les pays anglo-saxons, les soudures sont cotées en Z. Donc le Z, c'est le côté du cordon de soudure. Et l'apothème, nous, dans nos pays d'Europe de l'Ouest, là, en dehors de la Grande-Bretagne, bien sûr, on cote en apothème, en gorge. Voilà. Sinon, il y a une autre variable à considérer, c'est la valeur S. La valeur S tient compte de la capacité de pénétration de la soudure. Donc, dans certains cas, c'est intéressant pour la production, les opérationnels de la production. On voit par exemple une soudure qui est faite avec une forte capacité de pénétration là. Et dans ce cas-là, c'est intéressant pour la production de faire valoir cette capacité de pénétration pour diminuer au niveau bureau d'études. Donc, c'est la production qui demandera une diminution de cette valeur de A parce qu'elle sait qu'elle obtient quotidiennement, d'une manière courante, elle obtient une bonne capacité de pénétration. Donc, ce qu'on n'a pas à l'extérieur, on sait qu'on l'a à l'intérieur. Bon, ça suppose de qualifier le mode opératoire, ça suppose de faire des contrôles continus pour s'assurer qu'on a toujours cette qualité de pénétration. Voilà. Donc ça, c'est cette valeur S qui peut être spécifiée également. On retrouve cette valeur S en soudure bout à bout de la même manière. La section complète de transmission des efforts dans une soudure, c'est le produit, la multiplication de la longueur par l'apothème, par la gorge du cordon de soudure. C'est ce qui donne la section résistante d'un cordon de soudure. Réaliser et réussir une soudure, c'est s'assurer autant que de besoin une résistance mécanique sous sollicitation statique et dynamique, on en a parlé tout à l'heure, cyclique ou brutale, une bonne tenue à la corrosion. Ça voudra dire que, en l'occurrence, par exemple, il faudra faire un bon choix de métal d'apport pour que, au niveau de la zone soudée, on ait des caractéristiques de résistance à la corrosion au moins égales à celles du métal de base adjacent. On a besoin également d'une bonne étanchéité. Donc, il faudra prendre les dispositions pour éviter d'avoir un certain type de défauts qui peuvent nuire à cette étanchéité. On a besoin d'une bonne tenue au fluage à chaud, c'est-à-dire résister à des températures pendant un certain temps. Il y a des appareils qui sont soumis à des températures relativement élevées et pendant des temps relativement longs. Donc, c'est ce qu'on appelle une résistance au fluage. Et dans ce cas-là,
on a besoin de choisir en particulier les bons métaux d'apport qui résistent autant que le métal de base au fluage et d'avoir la bonne technique opératoire. On a besoin parfois aussi de résister à l'usure. Si vous avez une canalisation qui véhicule des fluides chargés, donc avec du sable ou autre, ou si vous avez des transporteurs des espèces de goulottes qui transportent des cailloux, des minéraux, des choses comme ça. Donc, on aura besoin d'avoir au niveau des assemblages soudés, au niveau des zones soudées, la même résistance à l'usure que au niveau du métal de base. On a besoin également de reconstituer une bonne continuité thermique, électrique ou magnétique parfois. Donc, à l'instar du reste de la construction. Une soudure, c'est également des transformations métallurgiques locales, bien entendu, hein, puisqu'on chauffe, on va utiliser des hautes températures hein, lors du soudage. Hein. On peut monter couramment à des températures de 5-6 000 degrés, voire jusqu'à 18 000, 20 000 degrés hein, dans l'arc électrique. Donc, quand on sait qu'un acier, lui, fond à 1536 degrés, vous voyez qu'il va se passer aux abords du métal fondu, il va se passer des transformations métallurgiques locales par un effet de trempe, hein, donc qui est propre. Les transformations métallurgiques sont propres à chaque matériau. Chaque matériau va réagir d'une manière différente. Une soudure, c'est des zones privilégiées de concentration de contraintes à différentes échelles, hein, au niveau de l'assemblage, au niveau de la soudure elle-même. C'est lorsque l'on soude, on est obligatoirement, c'est incontournable, on va enfermer des contraintes résiduelles et on va obtenir également, c'est pratiquement incontournable, on va obtenir des déformations plus ou moins importantes. Donc, ces contraintes résiduelles, il ne faut pas oublier au niveau bureau d'études qu'elles vont se superposer aux contraintes de service. Donc, il faut en tenir compte hein, pour bien calculer les assemblages et avoir une bonne tenue en service. Une soudure, c'est aussi des possibilités de défauts internes ou débouchants. C'est illusoire de prétendre qu'on va réaliser une soudure sans avoir des défauts internes ou qui peuvent être débouchants visibles. Hein. C'est pas possible. Hein. Surtout avec l'amélioration des méthodes de contrôle actuelles qui deviennent de plus en plus sophistiquées. Donc on voit des choses très petites. On peut même s'inquiéter parfois du développement de ces méthodes de contrôle parce que ça peut nous faire stresser, par exemple, par rapport à la tenue en service des assemblages. Voilà. Du point de vue soudabilité, donc il existe une définition, une terminologie de la soudabilité. Je vous la passe sous silence parce que c'est compliqué. C'est une phrase qui tient en 5 lignes et quand vous avez fini de la lire, vous êtes obligé de revenir au début. Donc, je préfère la présenter sous 3 éclairages différents sur lesquels on reviendra un peu plus tard. Là. Donc, il y a la soudabilité métallurgique que je mets en rouge parce que c'est de ça dont il faut s'occuper en premier lorsque vous avez une remise d'offre à faire ou un devis. Hein. Il faut tout de suite s'occuper de la soudabilité métallurgiste, donc faire intervenir votre coordonnateur en soudage pour qu'il s'occupe de ça immédiatement. C'est la première chose à s'occuper parce que ça peut avoir des influences non négligeables sur le temps de production. Par exemple, si vous avez du préchauffage à faire, il faut en tenir compte dès l'élaboration du devis, parce que sinon, si vous n'en avez pas tenu compte, il faudra le faire lors de la réalisation de la pièce et vous dépenserez pas mal d'heures à le faire. Et si vous ne l'avez pas prévu, c'est la marge qui diminue. La soudabilité constructive, elle, c'est lié au bureau d'études et la soudabilité opératoire dépend des opérationnels de la production. Bon, j'y reviendrai un peu plus tard. L'identification des zones métallurgiques. Donc, vous avez une coupe transversale d'un assemblage soudé sous les yeux. Vous avez un axe de symétrie que je dessine là. Voilà, un axe de symétrie. Donc, tout ce que je vais dire à gauche est valide à droite, bien sûr. Vous avez le métal de base assuré ici. Et ce métal de base, plus vous vous rapprochez de cet axe de symétrie, plus il va prendre chaud,
mais on considère qu'il a la dénomination de métal de base à partir du moment où il n'est pas affecté par la chaleur, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas produit de transformation et que je l'examine dans cet endroit-là ou dans cet endroit-là, j'ai exactement les mêmes caractéristiques. Après, vous traversez une zone en allant vers cet axe de symétrie, vous traversez une zone que je vais qualifier de turbulence, hein, une zone de turbulence, c'est la zone affectée thermiquement, zone qui peut s'appeler zone thermiquement affectée, zone de transformation, qui s'appelle zone affectée par la chaleur également dans la littérature. C'est toujours la même zone, hein, dont la largeur est variable en fonction, c'est pas toujours la même largeur, hein. Ça dépend des épaisseurs, de l'énergie de soudage apportée, etc. Enfin, il y a plein de paramètres qui jouent sur la largeur de cette zone affectée thermiquement. Donc, il se produit deux types d'évolutions dans cette zone, des évolutions quantitatives et des évolutions qualitatives. Ce qui est quantitatif, bah, vous le voyez, c'est la taille de grain, voilà, c'est la forme des grains, c'est le nombre de grains, voilà, qui va évoluer. Ce qui est qualitatif, c'est les constituants. On va donner naissance, comme on a un cycle thermique très rapide, ben, on va donner naissance à des nouveaux constituants qu'on appelle de la bénite, de la martensite par exemple, qui n'existent pas au niveau du métal de base. Donc, on va donner naissance à des nouveaux constituants. Comme l'eau se transforme en glace, ben, l'eau liquide se transforme en glace, ben, c'est un autre constituant, la glace, voilà. Mais c'est toujours H2O. Euh, Ensuite, vous traversez une zone qui n'a pas de dimension, que je vous dessine le périmètre là, c'est ce qu'on appelle la zone de liaison. Cette zone de liaison, c'est la frontière qui sépare le métal qui a été porté à l'état liquide pendant l'opération de soudage. Bon, au fur et à mesure qu'on éloigne l'outil de soudage, ce métal liquide se solidifie et donne naissance à la zone fondue, qui est donc qui est composé de métal de base fondu plus de métal d'apport fondu que l'on ne voit pas sur le croquis. Là. Voilà. Donc on a des grains qui sont orientés, qui sont longs, hein, qu'on appelle des dendrites. Et ici, on a à cœur, dans l'axe, on a plutôt une solidification de type équiaxe que l'on peut assimiler à des grains polygonaux que l'on peut eux-mêmes assimiler à des sphères, donc qui ont une meilleure résistance mécanique par rapport à ces grains allongés. Les grains allongés, je ferai la comparaison avec du bois, par exemple. Lorsque vous voulez, lorsque vous sollicitez du bois dans le sens de ses fibres, vous avez une bonne solidité. Quand vous sollicitez le bois transversalement à ses fibres, ben, vous perdez de la solidité. Ben, en soudage, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Donc, quand on a des grains polygonaux ici, ben, on améliore, comme on a affaire à une sphère. La sphère, elle a la même réponse par rapport à un effort, quelle que soit l'orientation et l'intensité de l'effort. Une remarque complémentaire, c'est que la zone affectée thermiquement que vous voyez de part et d'autre, là, de la zone de liaison, cette zone affectée thermiquement constitue l'anode sacrificielle de l'assemblage soudé. C'est-à-dire que si vous avez un milieu corrosif à l'extérieur, ben c'est cette zone-là en particulier qui va se ronger, qui va perdre du métal par rapport au métal de base et par rapport à la zone fondue. Vous avez qu'à regarder dans des zones portuaires, vous avez qu'à regarder des assemblages soudés et vous allez observer immédiatement ce type, visuellement, hein, vous allez voir que c'est toujours cette zone affectée thermiquement qui est rongée. Voilà des exemples de coupe métallographique transversale d'assemblage soudé. Là, vous avez une soudure multipasse, hein. Il y a une, deux, trois passes avec retournement. Là, vous avez une soudure bout à bout monopasse. Là, vous avez une soudure par faisceau d'électrons. Vous avez le métal fondu qui est là, hein, avec les zones affectées thermiquement beaucoup plus étroites. Et vous avez l'allure de la soudure qui forme un clou, ça ressemble à un clou. Là, vous avez une soudure qui a été obtenue par un procédé de soudage hybride, c'est-à-dire que dans la même tête de soudage, vous avez deux procédés. À la racine, c'est-à-dire dans cette zone-là, vous avez du soudage laser,
Et à la partie supérieure, pour remplir le chanfrein, vous avez du soudage MAG à haut taux de dépôt. Voilà une pseudo-brasure que vous reconnaissez hein, tout à l'heure. Alors voilà ce qu'il ne faut pas avoir, par exemple. Vous avez une petite pénétration de la pseudo-brasure dans le métal de base, et ça, c'est pas normal. Donc là, on a des risques de fissuration possibles par pénétration de l'alliage de cuivre. Vous avez une soudure d'angle multipasse. Vous avez une soudure d'angle monopasse que je vous décris. Là, vous avez une soudure pareil en forme de clou. C'est du faisceau d'électrons. L'épaisseur est de l'ordre de 150 à 200 mm. Voilà, avec une surépaisseur en droit, une surépaisseur en vert, qui est liée au retrait du cordon de soudure. Il n'y a pas de métal d'apport, mais le retrait est là pour éjecter un petit peu de métal au-dessus et en dessous. Les deux traits noirs sont fictifs. Hein. C'est nous-mêmes qui les avons tracés pour vous permettre de visualiser les contours de la zone fondue. Là, vous avez une soudure d'angle ordinaire avec une zone grisée, une zone affectée thermiquement grisée. Là, elle est un peu plus sombre parce que le métal de cette tôle posée est plus chargé en éléments d'addition, en carbone en particulier. Hein. Donc là, on va être bon, l'épaisseur est plus fine, donc la zone affectée thermiquement va être plus large également qu'en dessous. Il y a moins de pompage thermique que dans la tôle horizontale. Là, c'est une soudure en deux passes avec retournement, avec une recristallisation partielle au niveau de l'interpasse. C'est-à-dire que cette soudure-là supérieure va venir réchauffer la première soudure qui avait été faite à la partie inférieure. Et donc, on va avoir une recristallisation partielle de la première zone fondue. Là, vous avez une soudure multipasse avec plein de zones recristallisées. Ce qui m'amène à vous parler de soudabilité métallurgique, de soudure multipasse. Une soudure multipasse, du fait d'avoir cette recristallisation et d'avoir donné naissance à des grains polygonaux, donc vous avez des meilleures caractéristiques du point de vue résilience lorsque vous faites des soudures et que vous avez cet effet de pseudo-revenu. On améliore les caractéristiques globales de résilience de l'assemblage soudé. Résistance au choc, la résilience. Là, vous avez une soudure avec une magnifique fissure, une soudure d'angle à pénétration partielle, et vous avez une fissure de fatigue. Vous avez la soudure qui a été modélisée, vous avez un point chaud ici, le détail du point chaud est là, donc vous avez une concentration de contrainte importante liée à la forme du cordon de soudure principalement. Donc, on a fait des aménagements, on a amélioré la forme du cordon de soudure à droite. Donc, on a rendu la soudure concave. Vous n'avez plus ce point chaud, il est nettement diminué puisqu'on est passé de la couleur rouge à la couleur jaune. Donc, on a diminué l'intensité de contrainte et de cette façon-là, on améliore la tenue en fatigue des soudures. Voilà des représentations je vous parlais de contraintes résiduelles. Voilà des modélisations de contraintes résiduelles dans une soudure. Bon, dès que c'est rouge, on a des contraintes résiduelles à un niveau relativement élevé et mal placé, puisqu'on est dans une zone de concentration de contraintes de forme et une zone de soudabilité métallurgique particulière. Donc, on cumule un certain nombre de choses dans cette zone-là mal placée. Là, vous avez également la racine en soudure bout à bout, la racine en chanfrein en V, hein, la racine du cordon de soudure qui est très sollicitée. Donc, on a des risques de fissures lorsqu'on empile les passes les unes au-dessus des autres pour remplir ce chanfrein, cet énorme chanfrein. Et on a un niveau de contrainte résiduelle très, très élevé, de l'ordre de la limite d'élasticité du matériau le plus faible. Donc, ce qui est très, très intense. Du point de vue défaut de soudage, vous avez des défauts d'origine métallurgique. Voilà une magnifique fissuration à froid. Je vous dessine, voilà. Vous avez une fissuration qu'on appelle fissuration sous cordon, qui est parallèle à la zone de liaison. Vous avez un magnifique collage ici. Donc la section résiduelle, ce qu'on appelle le ligament résistant de la soudure, il est dans cette zone-là, donc est très faible par rapport à la taille de cordon de soudure total. Bon, le cordon de soudure, lui, il paraît large. Quand on le regarde visuellement, il donne confiance, mais dans la vraie vie, il est très,
n'est pas très solide en fait, hein. Là, vous avez un cordon de soudure qui est dissymétrique, hein. On a peu de sections de soudure verticale et on a une section de soudure importante. Et puis, on a une convexité, une surépaisseur un peu trop abondante. Là, vous avez des défauts de compacité. Ce sont des soufflures, des porosités en quantité quand même assez importante, trop importante. Certains vous diront, bah, c'est bon, ça permet de détensionner les soudures. Bon, il ne faut pas exagérer quand même parce que il arrive à un tel niveau, on affaiblit la section résistante globale de la soudure, hein. Et puis, du point de vue étanchéité de la soudure, on n'est pas bon du tout. Bon, du point de vue des 3 niveaux de soudabilité dont j'avais parlé tout à l'heure, vous avez donc la soudabilité locale ou métallurgique qui va dépendre de la nature des matériaux, de leur composition chimique, de l'épaisseur également. C'est le métallurgiste qui doit s'occuper de ça en premier, hein, je vous l'avais dit. La solidité, la soudabilité globale ou constructive dépend de la masse, de la forme, des conditions de service. C'est le concepteur qui s'occupe de ça, c'est le design et c'est le calcul. La soudabilité opératoire, là, il faut définir les procédés, les paramètres de soudage, les positions de soudeur, la qualification des modes opératoires des soudeurs, les contrôles. Alors là, le plan de contrôle, par contre, il est toujours à définir par le concepteur, parce que c'est lui qui connaît les conditions de service et c'est lui qui connaît l'intensité, la nature et l'intensité d'application des efforts. Bon, les services méthodes aident à la définition de la soudabilité opératoire. Le soudage fait appel à des personnels compétents et des procédés mis au point. Il est très utile d'avoir un référent en soudage dans une entreprise qu'on va appeler le coordinateur en soudage. Voilà, c'est quelqu'un qui va être amené à intervenir dans les différents services de l'entreprise pour mettre au point ce qu'on appelle les DEMOS, descriptifs de mode opératoire de soudage, les fiches de soudage, qui va aider à la qualification des modes, la définition des modes opératoires de soudage et leur qualification, qui va aider également à la qualification des opérateurs, soudeurs, ceux qui manipulent des robots ou des machines de soudage, hein, automatiques. Et puis des soudeurs, c'est eux. Les soudeurs sont des gens qui portent l'outil de soudage gestuel, donc qui ont des bonnes capacités gestuelles. Le soudage fait appel à le coordonnateur en soudage va aider le bureau d'études à définir le plan de contrôle des assemblages soudés. Le soudage doit faire l'objet, c'est pas par un simple contrôle visuel final qu'on va déterminer la bonne qualité du soudage, la bonne qualité d'une soudure, hein. La qualité d'une soudure se manage, donc il faut mettre en place un certain nombre de dispositions aux différents services de l'entreprise, que ce soit au niveau des projets, des devis, des approvisionnements, des services de production, des méthodes, des services contrôle, des services logistiques, l'entretien des postes de soudage, tout ce qui est manutention levage, dans tous ces services-là, le coordinateur en soudage doit veiller à ce que l'entité soudage soit bien comprise. Bon, le soudage parmi d'autres techniques d'assemblage. Alors les avantages, c'est la résistance mécanique ou la rigidité, l'étanchéité, la résistance à la corrosion, quand c'est bien prévu, hein, la productivité, c'est un procédé qui peut être très productif, hein, qu'on peut automatiser, mécaniser, on peut faire des productions de grandes séries, de très grandes séries, hein, des liaisons, on obtient des liaisons homogènes. Les inconvénients, c'est l'impossibilité du démontage, la nécessité d'avoir une technicité relativement importante, hein, puisqu'il faut faire appel à un métallurgiste, et puis les technologies sont quand même très différentes les unes des autres. Tout connaître, il faut vraiment être bien armé pour connaître tous les procédés de soudage, hein, c'est presque impossible, hein. L'inconvénient, c'est l'aspect des cordons. Des fois, quand on utilise certains procédés, par exemple le fil fourré sans gaz, qui a tendance à faire des cordons de couleur sombre et d'aspect martelé, ça peut choquer. Ça peut choquer du point de vue aspect des cordons de soudure.
Donc, ça peut être un inconvénient. Un inconvénient, c'est l'apport de chaleur, c'est les déformations induites également, qu'il faudra corriger, qu'on peut corriger. On peut aussi prendre des dispositions préventives pour éviter les déformations. Un inconvénient, c'est la présence de défauts de soudage, donc qui vont nécessiter d'avoir des contrôles associés, contrôle de procédés, maîtrise de procédés, en fait. Donc, en conclusion, le soudage et le brasage ou le pseudo-brasage font appel à de nombreux phénomènes physiques, mécaniques et métallurgiques. Donc, il faut avoir des connaissances relativement étendues, hein, finalement, pour bien maîtriser. Hein, on parle de maîtrise du soudage ou des autres technologies, là. Le soudage fait appel à de nombreux procédés. Il faut avoir des connaissances particulières en conception pour avoir une bonne tenue en service. Il faut avoir des connaissances particulières pour avoir une bonne préparation, choisir les bonnes préparations de bord à souder, choisir les bonnes méthodes de contrôle. Il y a différentes méthodes de contrôle qui s'appliquent, hein, et le contrôle visuel est systématique. Hein. C'est 100% des soudures qui doivent être contrôlées en visuel, hein, soit par autocontrôle, soit par contrôle différé par un agent de maîtrise ou par un contrôleur. Hein. Ça nécessite également, le contrôle des soudures n'est pas inné, hein. Ça nécessite un petit peu une formation. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de se précipiter puis de regarder l'aspect des soudures. Hein. Il s'agit d'avoir une vision, une approche que j'appelle l'approche hélicoptère, c'est-à-dire qu'on survole et puis on s'approche de plus en plus du cordon de soudure. Hein. Ça fait appel aussi à une connaissance de terminologie spécifique. Alors, il existe des normes sur les terminologies applicables en soudage, des normes relativement complètes. Les terminologies propres au soudage sont spécifiques et il y a beaucoup de termes particuliers applicables au soudage. Là, j'en ai évoqué quelques-unes sans comme disait M. Jourdain, hein, en faisant de la prose, hein, sans le vouloir. Hein. J'espère que tout le monde m'aura compris. Hein. Je ne vais pas expliquer tous les termes que j'ai pu utiliser. Le soudage est une activité transversale dans une entreprise. Hein, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, l'obtention d'une soudure de qualité nécessite l'implication conjointe d'un certain nombre étendu des services de l'entreprise, depuis le bureau d'études jusqu'au contrôle qualité, en passant par les approvisionnements de matières. Donc les spécifications, hein, le coordinateur en soudage doit intervenir au niveau des spécifications, les méthodes et la production, la fabrication. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. J'espère que ça vous aura intéressé. Et je laisse la parole à mon facilitateur. Merci, monsieur. Alors, j'invite tous les participants à répondre à un petit sondage concernant le 7e Val-de-Loire. Je vous invite à répondre à ce petit sondage afin d'aider notre intervenant. Merci à tous pour vos réponses. Merci également beaucoup à Monsieur Royer pour cette excellente présentation. Tout de suite, nous allons passer aux questions-réponses. Alors, première question, Monsieur Royer, comment contrôler les soudures?
Alors, le contrôle des soudures, d'abord, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, établir un plan de contrôle, hein. Donc, le plan de contrôle est déterminé en fonction de 3 paramètres principaux par le bureau d'études et le coordonnateur en soudage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et les 3 paramètres principaux, c'est le niveau et le type et le niveau de sollicitation. Le deuxième paramètre, c'est les conséquences d'une défaillance en service de la structure ou du composant mécano-soudé. Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut ne rien se passer. Par exemple, pour une grille de ventilation mécano-soudée, si elle tombe, bon, on se fera peut-être une petite bosse, mais au pire, hein, mais ça va pas faire bien mal. Par contre, si c'est une pièce de transmission d'un véhicule automobile ou je sais pas, si c'est de l'aérospatial ou des choses comme ça, on peut imaginer le pire, hein. Donc, les conséquences d'une défaillance en service jouent un rôle. Et le troisième paramètre, c'est la soudabilité métallurgique. Voilà. À partir de ces 3 paramètres-là, on détermine un plan de contrôle qui va comprendre la nature des contrôles, l'étendue des contrôles, le type des contrôles. Et ensuite, on va appliquer sur un certain nombre de soudures, hein, suivant, suivant les, donc les sollicitations des soudures, comment on va appliquer ces contrôles, hein, qui peuvent être en cours de fabrication ou ça peut être des contrôles finaux. On peut les répéter aussi après traitement thermique, par exemple, hein. Donc, les principales méthodes de contrôle, systématiquement, c'est le contrôle visuel. Sinon, dans les industries de la mécanique, on peut appliquer de la radiographie, comme dans le médical, hein. On fait des contrôles par radiographie. Alors, radiographie X ou gammagraphie. On peut utiliser des contrôles, ça c'est pour faire des contrôles de compacité de la soudure, hein, pour voir à travers, hein, des défauts de compacité. On peut appliquer des contrôles par ultrasons. Donc, comme quand on cherche des bancs de poissons dans la mer, hein, bah, on applique des contrôles par ultrasons. C'est le même genre de contrôle. C'est pas le même matériel, bien sûr, mais c'est le même genre de contrôle. Et puis, on peut utiliser des contrôles de surface, donc comme la magnétoscopie ou le ressuage. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces méthodes sont complémentaires. Il n'y a pas de champion du monde des méthodes de contrôle, hein. Des fois, j'entends le contrôleur par ultrason qui me dit, moi, je vois tout, toi, tu dégages en contrôle par radiographie. Et des fois, bah, le radiologue, il dit, non, 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 toi, tu ne vois pas ces défauts-là, moi, je les vois. Et donc, il faut bien retenir que toutes ces méthodes de contrôle sont complémentaires. Il n'y a pas de méthode championne du monde. Merci, monsieur, pour cette réponse. Je rappelle surtout, n'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions depuis votre panneau de contrôle. Nous tenterons d'y répondre. Seconde question, monsieur Royer, au niveau du pseudo-brasage avec des moyens à l'arc, tels que le semi-auto ou TIG, l'arc électrique étant très chaud, ne risque-t-on pas de fondre le métal de base? Oui, le risque existe, donc il faut bien maîtriser. Ça nécessite de faire des essais. Et alors, bien entendu, le métal d'apport qu'on utilise en pseudo-brasage a une température de fusion inférieure à celle des 2 métaux de base. Donc, a priori, il n'y a pas ce risque-là, bien entendu. Mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ce risque existe quand même. Et si ce risque existe, si on a une dilution d'un cuivreux, d'un alliage de cuivre dans de l'acier, par exemple, le cuivre, il a une facilité de venir braser les joints de grain à très grande profondeur. Donc, localement, on va avoir non plus un assemblage pseudo-brasé, mais un assemblage brasé avec des performances euh, inférieures à celles de la pseudo-brasure. Donc, ce risque existe de, d'avoir une pénétration de cuivre et il faut l'éviter. Il faut l'éviter par la Merci. maîtrise des paramètres de soudage, la Merci, position, monsieur Royer, etc. pour cette réponse. Question suivante. Dans le but d'éviter des soudures de forme convexe, est-il courant de reprendre des soudures convexes à l'usinage pour obtenir une forme concave?
Alors, il y a des gens qui le font, par exemple, dans le nucléaire. Dans le nucléaire, il est courant, il est assez courant pour des gros appareils, des générateurs de vapeur ou des choses comme ça. Il est même obligatoire, hein, c'est réglementaire, hein, d'usiner les surépaisseurs de cordons de soudure. Euh, Si vous avez, mais d'une manière générale, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que pour du plus courant, hein, là j'ai cité du high-tech, hein, en parlant d'appareils à pression nucléaire, hein, mais dans des cas plus courants, pour du matériel, je sais pas, du machinisme agricole ou du matériel de manutention de lavage, on ne va pas faire ce genre d'exercice, hein. On va pas se mettre à meuler les soudures ou alors très localement. On peut le faire très localement parce que ça coûte cher. Et puis des fois, cette opération-là conduit à dégrader l'aspect et la forme du cordon de soudure. Il faut, si on est amené à le faire, il faut le faire dans des conditions très particulières. Et notamment si la soudure est sollicitée en fatigue, il faut orienter les stries de meulage ou d'usinage, hein, si on le fait par usinage à la fraise carbure, par exemple, hein. Donc, il faudra que les stries soient orientées dans le sens d'écoulement des efforts. Donc, tout ça, c'est difficile à faire comprendre. Il faut vraiment du personnel habitué. Donc, le mieux, si on a à faire ces choses-là, c'est d'éviter de le faire et de se mettre dans des dispositions pour éviter de le faire. Donc, en orientant, en mettant la position de soudure en position gouttière, par exemple, en privilégiant le soudage en angle à plat plutôt que ou en gouttière plutôt. Vous voyez ce que c'est que la gouttière, hein, c'est assez, c'est assez imagé, la position gouttière. Donc, on aura tout intérêt à se mettre dans de bonnes dispositions pour obtenir des cordons plats ou concaves et éviter des défauts de type caniveau, collage, des défauts de ce type-là. Donc, il faut faire du préventif. Surtout envisager de faire du préventif et de bien définir ça également au niveau bureau d'études, d'informer les soudeurs, de les former parce que c'est pas inné. Les soudeurs n'ont pas de formation sur la tenue en fatigue ou la tenue au choc des assemblages soudés. C'est une lacune, c'est une grosse lacune au niveau français, même européen, hein. Il y a pas de, il y a un gros manque de ce point de vue-là. Les soudeurs sont qualifiés pour des sollicitations statiques, mais pas dynamiques, en fait. Donc ça nécessite des compléments de formation. Merci, monsieur, pour cette réponse. Question suivante. Lorsqu'il y a une opération de traitement de surface après brasage, comment garantir un bon nettoyage de la soudure sans la détériorer? Traitement de surface. Alors, je suis pas un spécialiste de traitement de surface. Là, j'ai des collègues qui vous répondraient mieux que moi. La question, c'est sur le pseudo-brasage, c'est ça? Après brasage, après brasage, lorsqu'il y a une opération de traitement de surface après brasage, Oui. comment garantir un bon nettoyage de la soudure sans la détériorer? Ah oui. C'est vrai que là, malheureusement, je préfère. C'est vrai qu'on a affaire à des matériaux différents. On a un acier, par exemple, et on a un alliage de cuivre qui ont qui ont des réactions différentes par rapport aux opérations de traitement de surface qui peuvent être corrosives, par exemple, hein. Donc, on aura des réactions différentes et on peut dégrader effectivement la partie de métal fondu. Donc, mais là, c'est pas moi le spécialiste, hein, pour cette. Vaut mieux appeler. Je vous recommande d'appeler mes collègues de traitement de surface qui seront plus aptes à répondre que moi, malheureusement, pour aujourd'hui. Question suivante, monsieur Royer. Au même titre que les QMOS pour le soudage, existe-t-il des QMOB pour le brasage? Si Oui, oui, complètement. si oui, quelles informations sont à retrouver dans ce type de document pour garantir la qualité de la brasure? Pour garantir la Pour qualité de garantir, oui. Oui, oui, d'accord.
Il existe, moi je vous renvoie à une norme, il existe une norme européenne, je ne crois pas qu'elle soit ISO, hein, je ne crois pas qu'elle soit internationale, mais il existe une norme européenne qui définit la procédure de qualification du mode opératoire de brasage avec tous les paramètres dont il faut tenir compte et on vous donne aussi un modèle de descriptif de mode opératoire de brasage. Très bien. Donc on trouve le matériel documentaire qui est relativement bien fait d'ailleurs, hein. D'accord. Autre question. Quand on soude Oui, deux pièces continues en raboutage, c'est combien le ratio maxi d'épaisseur de deux pièces? Combien et à combien est le ratio maxi d'épaisseur de deux pièces? alors ça dépend des codes en fait. Lorsque vous avez des épaisseurs différentes à souder, vous devez faire ce qu'on appelle un délardage ou un aminci. Donc vous devez diminuer progressivement l'épaisseur de la tôle la plus épaisse pour vous raccorder à l'épaisseur de la tôle la plus mince. Et pour faire cette opération-là, suivant les codes et suivant la classe de performance de la soudure, vous avez des pentes de raccordement à respecter. Plus la classe de qualité de la soudure est élevée, donc plus la soudure va être sollicitée, hein, bien sûr, plus on a un risque de défaillance, plus la pente sera douce, plus il faudra que la pente soit évolutive. Les pentes moyennes, généralement, sont de 25%, donc de un quart à peu près. Mais ça, c'est une moyenne, hein. Il faut, je vous recommande de consulter le code, le règlement applicable. Sinon, si vous êtes dans le domaine du mécano-soudage, ben, il faut se référer à des documents CETIM qui donnent des pentes, en matériel, par exemple, tout ce qui est construction métallique, il y a des pentes réglementaires à respecter. En appareil à pression, il y a des pentes réglementaires à respecter également, auxquelles on ne peut pas échapper. Il faut respecter, c'est comme si vous aviez une loi qui s'appliquait, donc il faut respecter cette loi. En construction ferroviaire, il y a des pentes aussi à respecter, suivant la classe de qualité de la soudure. Donc, vous voyez, je ne peux pas vous donner une règle générale, mais euh, l'ordre de grandeur, c'est une pente un quart, voire un tiers, si la soudure est moins sollicitée, peu sollicitée. Merci, Monsieur Royer. Dernière question. Pouvez-vous donner des exemples de contraintes résiduelles et des déformations? Diapo 19. Alors, diapo 19, j'y reviens. Diapo 19. Alors, Donnez des exemples de contraintes résiduelles et des contraintes. déformations. D'accord. Oui. Les contraintes résiduelles sont proportionnelles à la limite d'élasticité du matériau le plus faible à assembler. Déjà, c'est la première règle. Quand je dis proportionnelle, alors elles sont proportionnelles, elles peuvent aller d'une manière générale de l'ordre du quart de la limite d'élasticité jusqu'à la limite d'élasticité du matériau le plus faible, sans la dépasser. Si on avoisine cette limite d'élasticité, après, on va plastifier la zone soudée, c'est-à-dire qu'on va passer d'un état de contrainte à un état de déformation. On ne va pas tout de suite fissurer. Certaines personnes disent on va fissurer. Non, on ne va pas fissurer. Quand on a des contraintes résiduelles d'un niveau égal à la limite d'élasticité du matériau et que l'on met en service la structure et qu'on applique les contraintes de service, on dépasse localement la limite d'élasticité du matériau, donc on le plastifie et après, tout se passe bien. On peut obtenir cette plastification par une épreuve hydraulique, par exemple. C'est courant. On va forcer cette plastification avant de mettre en service la structure. Bon, alors, le niveau de contrainte résiduelle. Si je prends le cas d'un assemblage d'angles, donc une tôle réceptrice sur laquelle je mets une tôle posée, je fais une soudure d'angle. Si ma tôle posée n'est pas bridée, donc elle a une possibilité de mouvement lors du soudage liée au retrait du cordon de soudure. Dans ce cas-là, par exemple, c'est un cas où le niveau de contrainte résiduelle va être relativement faible et sera de l'ordre du quart de la limite d'élasticité des deux matériaux. À l'opposé,
Si je prends par exemple une plaque, je perce un trou, j'enfile un rond dans le trou et je fais une soudure d'angle circulaire tout autour de ce rond c'est par exemple un axe d'articulation d'un bras de matériel de, de travaux publics, par exemple, hein, un godet. Voilà. Donc, vous articulez dessus un vérin. Voilà. Donc, vous avez ce rond qui traverse une plaque et une soudure circulaire autour. Dans ce cas-là, on est dans un cas de bridage maximum. Et plus le diamètre du rond sera petit, plus le niveau de contrainte résiduelle sera élevé. Et là, dans un cas comme ça, on a un niveau de contrainte résiduelle qui est de l'ordre de la limite d'élasticité du matériau. Voilà. Alors, du point de vue des formations, les déformations, si vous avez, je reprends ma soudure d'angle de tout à l'heure, donc j'ai une tôle posée, une tôle réceptrice, et je soude, je fais une soudure d'angle. Si je donne liberté à ma tôle posée de se déformer lié au retrait du cordon de soudure, hein, qui se contracte en fait, hein, il se contracte longitudinalement et se contracte transversalement. Et c'est la combinaison des deux qui va engendrer cet état de déformation. Là, je vais avoir ce qu'on appelle un déversement. C'est un défaut de type déversement qui va se produire au niveau de ma tôle posée qui va se déformer, hein, qui va plus être à 90 degrés, par exemple. Voilà. Donc, je vais engendrer un déversement. Si je soude en bout à bout deux tôles d'épaisseur faible, d'épaisseur 5 mm par exemple, sur une longueur de 2 mètres, et puis je soude comme ça d'un bout à l'autre. Mes deux tôles, je vais avoir un retrait transversal. Ce retrait transversal va engendrer un effet de pliage. Donc vous allez avoir vos deux demi-tôles qui vont se mettre en aile d'avion, donc elles vont se redresser. Voilà. Par rapport à l'axe principal du cordon de soudure. C'est ce qu'on appelle l'effet de pliage. Et puis, vous allez avoir lié au retrait longitudinal un effet de... Alors, c'est par rapport à l'épaisseur de 7 à 8 mm. Lorsque vous êtes en dessous de 7 à 8 mm, vous allez avoir un effet de flambage. L'effet de flambage, c'est quand vous prenez une règle, par exemple, une règle en plastique, hein, et puis vous la mettez perpendiculairement à une table et vous appuyez sur la règle en plastique. Donc la règle en plastique, elle a tendance à se tordre. Donc au-delà de 7 à 8 mm, vous avez une courbure générale, c'est ce qu'on appelle la mise en lame de sabre. Et en deçà de 7 à 8 mm, le retrait longitudinal va vous faire friser les bords. Donc vous allez avoir des bords longs et un centre court. Voilà les principaux effets de déformation que l'on peut avoir liés aux différents retraits. Alors, j'élimine le retrait suivant l'épaisseur qui existe et qui est à prendre en compte pour des soudures par faisceau d'électrons, par exemple, ou par faisceau laser. Il existe ce retrait dans le sens de l'épaisseur et il peut générer des fissures, par exemple, fissures transversales. Merci, Monsieur Royer, pour toutes ces explications. Il est temps de conclure. C'est la Oui, fin de notre webinaire, Introduction au soudage, brasage et pseudo-brasage. Merci beaucoup à notre intervenant, Monsieur Yves Royer. Merci à notre partenaire, le CETIM. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours sur notre site. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravies d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau webinaire.